25 avril de l'année 2022, sujet varié. Donc, c'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Étant donné que j'ai l'intention d'aller dans plusieurs directions, donc je commence tout simplement en vous mentionnant que je ne suis pas surpris d'apprendre qu'aux élections françaises, Emmanuel Macron a été réélu, en dépit de tout ce qu'il a mis en place en termes de mesures liberticides en France, donc de mesures qui vont à l'encontre des droits et libertés depuis environ 2 ans. La gestion de la crise liée au virus, là, que ce soit le passeport, l'obligation du port du masque, un peu ici comme au Canada. Donc ici au Canada, Justin Trudeau qui a mis en place des mesures qui vont également à l'encontre des droits et libertés, a été réélu il y a à peine quelques mois. Là, on voit qu'en France, c'est Emmanuel Macron. Et peut-être dans quelques mois, nous allons apprendre que François Legault, au Québec, va être réélu en dépit de toutes les mesures qui vont en compte des droits et libertés qui ont été mis en place. Et puis, Emmanuel Macron va sans doute œuvrer dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans le sens de l'agenda mondialiste, un peu comme Justin Trudeau ou Joe Biden aux États-Unis, c'est-à-dire de mettre en place des politiques, des programmes qui vont dans un sens à favoriser le processus de la mondialisation et qui vont dans le sens du recul du nationalisme. Parce que il y a des politiques qui peuvent aller dans le sens de la mondialisation, donc les forces mondialisatrices, et les forces contraires, c'est celles nationalistes. Et la façon que je vois ça, c'est une mondialisation à saveur technologique. Donc, avec le développement de technologies, comme par exemple liées au pass, là, liées à l'injection. Donc, chaque individu est tracé dans les lieux qu'il fréquente. Donc, la traçabilité des citoyens est plus grande, voire l'identité numérique. Donc, la mouvance mondialiste, je la vois dans une optique très technologique. Donc, dans l'esprit de la 4e révolution industrielle dont parle Klaus Schwab, qui est le président du Forum économique mondial et qui a écrit un livre sur le Grand Reset, la grande réinitialisation. Donc, pour ce qui est la fusion du numérique et du biologique, donc j'envisage très bien Emmanuel Macron à œuvrer dans ce sens-là. Donc, c'est un dossier à suivre. On va voir là qu'est-ce qui va en être dans les prochains mois. C'est sûr qu'il va sans doute avoir d'autres vagues là, liées au virus. Au moment où je vous parle, on parle qu'on est présentement dans la 6e vague en ce printemps 2022. Là, par la suite, il y aura sans doute une autre vague là, pour l'automne 2022, alors que la température va être plus froide. Et là, ça peut être l'occasion de mettre en place des mesures de contrôle, naturellement, qui pourraient impliquer de la technologie. On verra bien. Sinon, parlant de technologie, en lien avec le conflit qui se déroule présentement en Ukraine, j'ai écouté récemment une vidéo. D'ailleurs, je vous partagerai le lien là ainsi que celle de d'autres références auxquelles je peux faire allusion dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, il est question du missile Satan 2 qui est développé par la Russie présentement. Donc, la Russie a fait des tests en lien avec ce missile particulier. En fait, c'est un missile qui peut comporter une dizaine de têtes nucléaires qu'il peut transporter et il peut avoir une puissance d'impact de 2000 fois plus grande que celle des bombes qui ont été larguées à Nagasaki et également à Hiroshima dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Donc, plusieurs décennies plus tard, on en vient à développer une technologie beaucoup plus grande
Et par rapport au Satan 2, si vous écoutez le mot en langage des oiseaux, donc Satan, bon, on fait référence ici au diable, une force démoniaque, et 2, ben, il y a le chiffre 2, comme si ça serait une deuxième version, mais 2 aussi, ça peut être D'(EUX, dans le sens 2, eux autres. Donc le Satan, 2 autres, la force maléfique, 2 autres, bien, par rapport au Satan 2, donc Satan qui est une création d'eux autres pour amener la terreur, la peur, la menace. Donc une forme d'intimidation par le nom et par la puissance aussi, parce qu'on parle que c'est un missile qui pourrait détruire tout le territoire de la France, qui peut changer de trajectoire aussi en vol, ce qui fait en sorte qu'il serait difficile à intercepter. Et par la suite, il pourrait parcourir Moscou à Paris en 6 minutes. Donc, il parcourt 7 km par seconde. Donc, il va quand même très vite aussi. Et donc, qui a une très grande aussi puissance de feu. Donc, on allie une puissance de feu très grande avec la vitesse. Donc, c'est sûr que Poutine, bon, on parle qu'il fait des tests par rapport à ça pour, au niveau de ce que je vais appeler la guerre psychologique, créer une tension avec les forces occidentales qui pourraient avoir envie, au fil des mois, de s'impliquer davantage pour soutenir l'Ukraine. Donc, l'arme nucléaire étant une force de dissuasion massive. Et c'est sûr que ça survient alors qu'on apprend qu'aux États-Unis, Joe Biden, le président américain, a déclaré que 800 millions de dollars d'armement offensif, comme on parle d'artillerie entre autres, vont être livrés à l'Ukraine. Bon, le Canada va en livrer aussi, mais pas de valeur aussi grande, mais quand même. Puis il y a d'autres pays aussi, que ce soit l'Allemagne, ainsi de suite, qui vont livrer de l'armement. Et ce qu'on assiste présentement, c'est au niveau de la tension géopolitique, à une forme d'escalade. Donc présentement, on voit Vladimir Poutine qui fait miroiter la menace de l'arme nucléaire, un peu comme le fait pendant plusieurs années là, Kim Jong-un qui dirige la Corée du Nord. Donc, lui, son assurance-vie, sa stratégie pour garder les forces à distance de d'autres pays qui voudraient l'envahir, que ce soit la Corée du Sud, alliée avec les États-Unis pour prendre le contrôle du pays, ben, c'est de faire brandir la menace nucléaire. Donc, c'est un petit peu comme le Joker dans un jeu de cartes. Donc, en faisant brandir la menace de l'arme nucléaire en tant que force de dissuasion massive, ben, ça empêche que il y ait une guerre qui se déroule là, sur son territoire parce que les autres pays vont avoir peur d'être attaqués avec l'arme nucléaire. Donc, c'est la stratégie qu'il adopte. Et probablement que Vladimir Poutine veut faire la même chose pour éviter qu'il y ait des engagements de soldats de pays de l'OTAN qui iraient faire la guerre avec les gens en Ukraine, donc l'armée ukrainienne côte à côte, sur le terrain. Donc, il y a un engagement militaire direct. Mais par rapport à l'arme nucléaire, si on pose la question, est-ce que j'ai peur d'elle? La réponse, c'est non. Parce que, je l'ai déjà dit dans un autre enregistrement, mais je le redis ici, c'est que les extraterrestres, des êtres de d'autres dimensions, les êtres extradimensionnels, eh bien, si l'arme nucléaire est pour être utilisée, ils ont le droit d'intervenir, étant donné que l'arme nucléaire va s'attaquer à la plus petite unité se rapportant au plan physique, donc l'atome. Ben, je dis plus petite, ça peut être sujet à discussion parce que en dessous de l'atome, il y a des quarks, il y a le boson de Higgs, et ainsi de suite. Mais bref, l'utilisation de l'arme nucléaire peut détruire la dimension physique et l'infrastructure manifeste de l'univers dans lequel on se trouve, puis créer des trous. Et à ce moment-là, ça perturberait des êtres sur d'autres plans de réalité. Donc, imaginez si l'utilisation de l'arme nucléaire crée un trou par rapport à une structure énergétique d'enregistrement de données qui se rapportent à la réalité physique, en plus de la réalité physique, et on perd des informations qui y sont encodées en lien avec des réalités expérimentales.
ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, les êtres qui résident sur des plans parallèles qui peuvent être perturbés par l'explosion de l'arme nucléaire seraient à quelque part impactés par ça, ben, ça légitimerait leur intervention. Donc, tant que les êtres humains s'entretuent entre eux, à ce moment-là, ils interviennent pas. Donc, il y a des civils qui peuvent mourir en Ukraine. Il y a des femmes, des enfants qui ont été tués. Il y a eu des bavures militaires. Il y a eu des bombes qui ont explosé là, sur des lieux résidentiels. Les extraterrestres n'interviennent pas. Par contre, si c'est l'infrastructure de la réalité physique qui peut être perturbée en relation avec d'autres dimensions dans lesquelles eux autres peuvent se trouver ou entreposer de l'information en lien avec leur recherche, là, ils peuvent interférer parce que, dans le fond, ça les menace concrètement. C'est un petit peu comme l'histoire de voisins. C'est-à-dire que si un voisin, sur son terrain, il l'entretient pas et il y a de la pollution, ben ça se peut que le voisin d'à côté intervienne pas. Par contre, s'il y a des déchets toxiques qui vont dans sa direction, eh bien à ce moment-là, puis son terrain est menacé, ben là, il devient légitimé d'intervenir. Fait que c'est un petit peu la même chose qui se produit entre l'être humain et les extraterrestres. Donc, à ce moment-là, ben, s'il peut y avoir des incidents nucléaires en lien avec le Satan 2, une espèce de force démoniaque qui est derrière ça, satanique. Le nom l'indique, hein. C'est ça, s'il y a des catholiques qui m'écoutent ou des gens du christianisme, c'est ça que des fois je me demande si au niveau de la propagande, le nom du missile ou de l'arme n'est pas choisi pour attiser certaines peurs au sein de population. Donc les gens qui sont dans la religion catholique, qui ont peur du diable, du démon, qui ont peur de Satan, leur parler de la menace d'un missile nucléaire qui s'appelle Satan. Puis un missile, à la différence de d'autres qui ont été développés dans le passé, qui a des capacités accrues en termes de vitesse et de portée de destruction et de rapidité, ben c'est sûr que ça joue sur l'imaginaire. Donc, c'est ça. Puis en même temps, ben derrière le missile Satan 2, il peut y avoir réellement des forces sataniques, des forces anti-hommes qui cherchent à créer le chaos sur la Terre. Mais tout ça pour vous dire que, de mon avis, de ma perspective, c'est que si le missile Satan 2 ou d'autres missiles nucléaires seraient utilisés ou que des gens voudraient les utiliser, car après tout, les extraterrestres peuvent lire les intentions des êtres humains, bien, un petit peu comme les silos militaires aux États-Unis qui comportaient des missiles qui avaient été éteints à distance par les extraterrestres, ben, c'est la même chose qui va arriver. Parce que les extraterrestres sont pas intéressés à ce que la Terre soit irradiée pendant des milliers d'années là, de radioactivité, qu'il y ait plusieurs zones qui soient inhabitables pendant une longue période de temps, parce que ça serait retardataire par rapport à leur activité de recherche, par rapport à l'être humain et d'autres formes de vie. Donc les extraterrestres n'ont pas intérêt à ce que toutes les formes de vie sur la Terre soient détruites, et eux-mêmes au niveau de leur infrastructure énergétique, où sont entreposées des données. Donc, il y a ça aussi. Donc, moi, j'ai pas peur de la menace nucléaire. Et puis, si ça arrive, ben, on aura sans doute des extraterrestres qui vont se pointer dans les cieux. Mais la tension est grandissante dans le sens que, puis, il arrive exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que depuis le début du conflit en Ukraine, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'à mesure que les jours passent, puis à mesure que les bulletins de nouvelles en Occident parlent de crimes contre l'humanité qui sont commis par la Russie, là, on voit des gens en pleurs, par exemple, une femme qui a perdu son fils, des enfants qui sont morts, des maisons qui sont détruites, des quartiers résidentiels qui ont été rasés, ainsi de suite. À mesure qu'on dit que c'est à cause de Poutine, c'est lui le méchant, puis on polarise, puis Zelensky en Ukraine, c'est le bon. Donc, un discours officiel qui est véhiculé par les médias, répété plusieurs fois par jour pour bien conditionner les esprits à savoir c'est qui le bon puis c'est qui le méchant. Bien, ce qui arrive, c'est que la population en termes de manufacturing consent, comme dirait Noam Chomsky, donc qui est un intellectuel américain, donc on crée le consentement social au jour pour qu'il y ait tout le temps une intervention plus grande, dans le sens que au début, on parlait que le Canada allait donner des armes défensives. Puis là, par la suite,
le Canada et les États-Unis sont rendus offensifs, les armes qu'on fait parvenir, mais étant donné que l'Ukraine est dépeinte comme étant persécutée par la Russie, ben, on trouve que c'est normal, collectivement parlant, et les gens sont programmés avec l'hypnose de masse médiatique répétée plusieurs fois par jour à dire, ben oui, on a passé un stade défensif, là c'est offensif, puis probablement qu'on se dirige vers un consentement social qui pourrait légitimer, je ne sais pas si ça va aller au point d'une intervention militaire au sol en Ukraine, que ce soit les États-Unis ou le Canada ou d'autres forces de l'OTAN, mais au fil des semaines, tout ça pour vous dire que ça devient de plus en plus acceptable aux yeux de l'opinion publique. Donc, au niveau de la bataille de l'opinion publique, présentement, qu'il y ait des armes offensives, là, notamment les États-Unis, au-dessus de 800 millions, probablement que les Américains, si on leur avait posé la question quelques mois, est-ce que vous voulez qu'on envoie ça en Ukraine? Probablement que les gens auraient dit non. Même chose pour les armes que le Canada a envoyées, mais là, à mesure qu'on parle qu'ils commettent des crimes, oui, mais est-ce qu'on nous présente tous les côtés de la médaille? Puis, à part Anne-Laure Bonnell, qui, depuis le début de la crise, nous présente une autre perspective, mais encore là, elle est pas vraiment, je l'ai pas vue à Radio-Canada ou à TVA ici au Québec, et probablement que elle doit avoir très peu de visibilité médiatique aussi en Europe sur des grandes chaînes. Parce qu'elle va à l'encontre un petit peu du discours en disant que il y a des dirigeants de l'Ukraine qui se sont pris à population séparatiste là, dans la zone du Donbass en les bombardant, là. Donc en les qualifiant de séparatistes. Et c'est sûr que par rapport à la livraison d'armes offensives, moi, ma curiosité, c'est de voir sur une échelle de temps, qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, on donne ces armes-là pour permettre aux gens en Ukraine de se défendre contre la menace russe, donc les forces russes qui cherchent à envahir le pays, étant donné que les Russes commettraient des crimes contre l'humanité. Mais c'est de voir est-ce que il n'y aura pas présentement ou dans le futur des crimes commis contre l'humanité, auprès que ce soit la population séparatiste dans l'Europe de l'Est ou par rapport à des gens des pays voisins dans les prochaines années, en lien avec ces armes-là. Tout ça, c'est toujours délicat quand on arme une population. Et c'est sûr que je pense sur le plan historique, qu'est-ce qui est arrivé par rapport aux États-Unis qui avaient armé les talibans. Donc, dans les années 90, alors que les forces russes voulaient envahir l'Afghanistan, eh bien, des membres des États-Unis, si on pense entre autres à la CIA, avaient fait parvenir aux talibans des armes anti-aériennes pour s'en prendre entre autres aux hélicoptères russes. Et ça avait fonctionné, c'est-à-dire les armes anti-aériennes avaient permis de détruire de nombreux hélicoptères russes et leurs armes ont permis de faire reculer, bref, la Russie à un point tel que la Russie a arrêté ses manœuvres dans l'optique de conquérir l'Afghanistan. Et ce qu'il faut dire, c'est que par la suite, les années ont passé et en Afghanistan, des gens opposés aux États-Unis ont développé une volonté de s'en prendre à eux, si on pense entre autres à Al-Qaïda. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les États-Unis ont armé des gens en Afghanistan pour faire face à la menace russe, mais quelques années plus tard, Al-Qaïda a fait des attaques terroristes contre les Américains. Puis là, les Américains ont voulu prendre le contrôle de l'Afghanistan où sont situés là, des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les Américains ont été confrontés à une population qui avait déjà armé. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver des armes et offensives. Et c'est sûr que là, ce qui est arrivé, ils ont fait la guerre en Afghanistan pendant plusieurs années. Et lors de la fin de l'été de l'année 2021, eh bien, les troupes américaines ont quitté l'Afghanistan en laissant là-bas des milliards de dollars en termes d'armes. Donc, ils ont voulu prendre le contrôle de l'Afghanistan.
qui avaient déjà armé dans le passé, et puis ça n'a pas marché. Puis au lieu de détruire leurs propres armes, ou de créer un convoi pour les rapatrier dans un pays voisin avec une base américaine, non, ils laissent ça sur place, ça vaut des milliards. Croyez-moi pas sur parole, faites vos vérifications. Fait que là, les talibans qui sont en contrôle en Afghanistan, ils ont accès à ces armes-là. Et qui est le grand gagnant de toutes ces comment qu'on appelle ça? Ces péripéties? C'est les producteurs d'armes. Donc, présentement, c'est sûr, l'industrie militaire aux États-Unis avec des armes pour à peu près 800 millions, sans parler de possibilité d'autres commandes dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben, c'est elle qui va être la grande gagnante par rapport à la guerre actuelle. Parce que elle va avoir des contrats qui vont être très lucratifs pour produire des armes. Et c'est sûr que par rapport à ça, je suis pas naïf. Je regarde très bien ce qui se passe. Et par rapport à tout ça, je regarde aussi ce qui se passe dans le domaine des artistes. Hein? Ici au Québec, on a Céline Dion qui est sortie publiquement, qui disait qu'il fallait soutenir l'Ukraine. Il y en a d'autres aussi, avec Ariane Moffat. Et ici, il y a tout un mouvement pro-Ukraine. J'ai été à Québec récemment. Et vis-à-vis du centre d'achat Galerie de la Capitale, il y a une immense lumière jaune et une autre bleue qui représente le drapeau de l'Ukraine. Et un peu partout, on peut voir des images avec des jeux de lumière qui évoquent le drapeau de l'Ukraine. J'ai vu la même chose par rapport à un édifice à bureaux proche du pont Pierre-Laporte. Donc, en allant là sur le boulevard Henri IV avec des lumières jaunes et bleues pour évoquer le drapeau de l'Ukraine en termes de solidarité. Et tous ces gens-là croient bien faire, c'est-à-dire que si on leur dit à la télévision que les Ukrainiens sont les bons, les Russes les méchants, bon, ben à ce moment-là, il y a des gens qui vont mettre à côté de leur compte Facebook le drapeau de l'Ukraine. Puis ces gens-là, c'est des bons croyants. Je veux dire, dans le passé, au Québec, on disait que les catholiques, c'était les bons. Et c'est sûr que les gens au Québec étaient fiers de se dire catholiques et se représentaient des membres d'autres religions comme étant méchants. Et il y avait un jeu de polarisation. Et là, présentement, on assiste à un jeu de polarisation. Sinon, ben, j'ai écouté récemment sur Netflix, donc s'il y en a parmi vous qui sont abonnés, par rapport au président actuel de l'Ukraine, il y a une télésérie qui s'intitule en anglais Servant of the People, donc que je pourrais traduire au service des gens. La télésérie n'est pas traduite en français, elle est sous-titrée par contre en anglais. Et c'est une télésérie qui est en russe. Donc, je ne parle pas le russe, donc je l'écoutais sous-titré en anglais. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle date de 2015. Et dans la télésérie, elle met l'emphase comme personnage principal sur Zelensky, qui interprète le président de l'Ukraine. Et quelques années après avoir joué dans cette télésérie, il devient le président de l'Ukraine. Et qu'est-ce que fait la télésérie? Ben, quand j'écoute d'un épisode à l'autre, je le trouve sympathique. C'est le personnage principal. Il est présenté comme étant un bon gars. Donc, quelqu'un qui a un souci réel du peuple ukrainien. Donc, un homme qui, tu sais, il donnait comme exemple dans la télésérie, au lieu d'utiliser une escorte routière avec une limousine pour faire un déplacement officiel, bon, ben, il allait prendre l'autobus. Donc, pour pas mal utiliser les fonds publics. Donc, il y avait un souci d'économie. Et c'est sûr que la télésérie a une touche d'humour, parce que là, on voit les membres du cabinet, là, ils ont toutes des autos de luxe, puis l'autre, il critique ça. Et là, il y en a une, il était question qu'elle utilisait l'auto de luxe avec un convoi d'autos sécurisé, tout simplement pour aller chez le coiffeur, puis c'était la femme d'un ministre, pour montrer un petit peu là, les abus de pouvoir qui pourraient avoir cours, là.
par rapport à l'utilisation des fonds publics là, en termes de transport là, de dignitaires. Et bref, la télésérie cherche à nous faire aimer Zelensky, qui interprète le rôle du président de l'Ukraine. Et au fur et à mesure que j'écoute les épisodes, je le trouve donc bien sympathique, ce monsieur-là, bien intentionné, à l'écoute du peuple, ainsi de suite. Donc, puis on le présente aussi quelqu'un qui représente vraiment le peuple. Moi, la façon que je vois ça, mais c'est particulier, hein? On parle de quelqu'un qui joue dans une télésérie, qui interprète le rôle d'un président, puis qui le devient par la suite. Des fois, je trouve ça très spécial, les concours de circonstances qu'on court ici sur Terre, comme si c'était prédestiné à jouer ce rôle-là. Et c'est sûr que c'est cette... Puis il y a un très bon talent en passant d'acteur, là. Zelensky, donc il y a différentes séquences, il véhicule différentes émotions, ce qui veut dire que s'il est très bon acteur dans le cadre d'une télésérie où il interprète le rôle du président de l'Ukraine, ben ça se peut qu'il soit un très bon acteur aussi pour véhiculer des émotions à travers son rôle actuel de président de l'Ukraine, un peu comme Justin Trudeau, qui a été professeur d'art dramatique et qui est devenu par la suite premier ministre du Canada. Donc aujourd'hui, les gens qui nous dirigent ont une expérience de plus en plus avec les médias. Si je pense entre autres à Donald Trump, qui pendant des années, avant d'être élu président des États-Unis, bien, il avait été l'animateur de l'émission The Apprentice. Donc, tranquillement, ce que je vois, c'est des vedettes des médias qui en viennent à diriger des pays. Sinon, par rapport à Netflix, s'il y en a parmi vous qui sont abonnés, je vous propose d'écouter Crabe Noir, qui est un film de science-fiction en lien avec la menace d'un virus. Donc, je ne décrirai pas l'intrigue, mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est que ça dépolarise les notions de bien et de mal par rapport à des forces armées. Donc, quelqu'un croit faire le bien parce qu'il appartient à un groupe armé, mais en réalité, quand on regarde la finalité des actions, ben, là, je dévoilerai pas le punch, mais ce que ça fait le film, c'est que je trouve que ça amène les gens qui l'écoutent à avoir une possibilité plus grande de sortir des jeux de polarité, à savoir c'est qui le bien puis c'est qui le mal. Puis je pense que l'époque présente, avec la guerre en Ukraine qui se déroule, ça devient intéressant de regarder ce type de film. Sinon, dans un autre cadre d'idée, ce que je voulais mentionner aux gens, c'est que par rapport au virus, j'observe les gens de mon environnement qui ont attrapé le virus, leur réaction. Et donc, au fil de 2 ans qui se sont écoulés depuis le début de la crise associée au virus, donc plusieurs personnes de mon environnement ont été testés positifs par rapport au virus. La plupart d'entre eux n'ont pas resté de séquelles. J'ai discuté avec plusieurs personnes. Il y en a une, par contre, qui était atteinte de fibromyalgie, qui me dit que par la suite, elle se sentait plus faible. Et au moment où je vous parle, mon étude par rapport au virus à l'égard des gens de l'environnement, parce qu'on peut véhiculer de l'information par rapport à la menace du virus dans les médias de masse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des retours d'information terrain, c'est-à-dire par rapport à des gens de mon environnement. Présentement, je suis en contact avec ma grand-mère du côté maternel qui est âgée de 98 ans. Elle a des problèmes cardiaques, donc elle a un pacemaker. Elle n'a pas été injectée. Et puis, depuis qu'elle a tombé sur le bras, eh bien, elle s'est ramassée en CHSLD, c'est-à-dire en résidence de personnes âgées. Elle n'est plus capable de marcher, donc probablement qu'elle a perdu de la masse musculaire parce qu'elle va être essentiellement au lit ou si elle se déplace, ça va être en chaise roulante. Donc, après sa chute, c'est sûr que là, elle se déplace plus, et puis avec les années, elle a moins de force aussi dans ses jambes, et elle est atteinte présentement du virus. Présentement, au moment où je vous parle, elle a une bonbonne d'oxygène et elle a dans le nez là, des tubes de plastique pour qu'elle soit oxygénée. C'est sûr, heureusement, là,
si ce matériel-là lui permet de rester en vie. Et ça fait plusieurs jours qu'elle est atteinte du virus. Et par rapport à elle, ben, j'ai parlé tantôt au téléphone. Et puis, son moral est bon. En fait, c'est une personne qui aime les contacts sociaux. Elle aime discuter, elle aime échanger. Donc, j'ai pu lui tenir conversation. Et puis, j'ai profité de l'occasion de la communication téléphonique pour, dans le fond, utiliser l'imagination. Dans le sens que j'ai parlé avec elle pour échanger un petit peu les idées de lieux ce qu'on avait voyagé dans le passé. Et, puis, dans le fond, par rapport au virus, ben, ma curiosité de voir si elle va passer ou non à travers, étant donné qu'ils non injecté, était déjà fragilisé, nouveau problème cardiaque, et puis avancé en âge, 98 ans. Donc, j'observe, mais elle a un bon moral. Donc, j'ai parlé, puis elle était heureuse de me parler au téléphone, puis on a parlé pendant un bon moment. Puis, en même temps, ben, j'ai parlé de mon intérêt pour l'hypnose, la méditation guidée, l'utilisation de l'imagination, de la visualisation créatrice. Donc, tu sais, j'ai mentionné qu'elle pouvait se visualiser comme étant en santé, dans le bonheur, dans la lumière. Puis, j'ai discuté avec elle, puis j'ai, dans le fond, nourri une visualisation avec elle où on était tous les deux à Old Orchard Beach. C'est un lieu aux États-Unis avec une grande plage. Et je lui disais, ben, pouvez vous imaginer ressentir le vent proche de l'eau, à la plage, ressentir le contact avec l'eau, ressentir aussi l'odeur avec l'air salin qui a lieu à cet endroit, ainsi de suite. Donc, je pense que ça y a fait du bien. Ça y a changé un peu les idées aussi là, par rapport à la situation qu'elle connaît, parce que là, elle est en confinement. Et puis, elle est dans une résidence de personnes âgées, étant donné qu'avec son âge avancé, c'était plus possible qu'elle reste chez elle. Puis, si elle tombait par terre chez elle, eh bien, ça prenait au moins 2 personnes pour la relever. Là, si une personne essaie de la relever, ben, elle peut se blesser, et ainsi de suite. Donc, je suis attentif à elle. Et puis, c'est sûr que d'utiliser l'imagination, premièrement, ça coûte rien. Puis on peut s'imaginer dans n'importe quel endroit dans le monde, puis s'installer à ce moment-là dans un état agréable, comme par exemple être à une plage. Et en lien avec ça, bien, c'est sûr que ces temps-ci, j'écoute beaucoup d'enregistrements de visualisation, de méditation guidée, des enregistrements aussi propices à l'auto-hypnose. Il y a des enregistrements de Cédric Michel et aussi de Frédéric Barbet que je trouve intéressantes sur YouTube. Par rapport à eux, je partagerai les liens en bas de la vidéo. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que d'utiliser l'imagination, ça peut être utile pour se sentir bien, en dépit de ce qui se passe dans le monde par rapport à la guerre qui se déroule présentement en Ukraine, ou ce que la propagande virus va décrire comme étant une opération militaire, ou ce qu'on parle aussi de la menace de la 6e vague liée au virus. Donc, de centrer l'essentiel de son temps sur le bonheur. Comme je disais à ma grand-mère, ben, vous pouvez visualiser présentement que vous êtes à la plage, que vous êtes heureuse, que vous avez votre peau qui est exposée aux rayons du soleil. Donc, elle peut utiliser son imagination pour se représenter qu'elle est en santé, que son état s'améliore de santé de plus en plus, et ainsi de suite. Donc, l'imagination a une capacité d'installer un état de bien-être, et c'est sûr qu'avec l'effet placebo qu'elle peut générer, ben, c'est sûr que l'imagination peut être propice au déploiement des mécanismes d'auto-régénération de l'individu. Donc, des potentialités qu'il a de favoriser par lui-même sa santé.
Donc ça, c'est une dimension intéressante. Donc, c'est sûr que par rapport à des enregistrements de détente ou d'hypnose, j'en écoute souvent là, avant d'aller dormir, advenant que j'ai pas le sommeil, ou si je me réveille au milieu de la nuit à 3 heures du matin, des fois, je vais en écouter, puis là, par la suite, ben, ça me permet de m'amener dans un état de calme, de détente, et là, je vais retourner me coucher, puis ça va fonctionner. Et puis, c'est sûr que ce qui est fondamental dans la période présente où on connaît beaucoup de tensions, c'est d'être capable de rester centrique, de rester serein. Donc, autrement dit, si je passe mes journées à me préoccuper à savoir est-ce que ma grand-mère va passer ou non à travers le coronavirus, et si je réfléchis à ça d'une manière anxieuse, premièrement, ça ne l'aide pas, puis ça ne m'aide pas non plus parce que quand que je suis occupé à faire ça, je nourris pas un état de bien-être en moi. Je suis pas dans le bonheur, je suis pas dans la joie de vivre. Or, ce qui est le plus intelligent, c'est de m'installer dans la joie de vivre et inviter les gens aussi de mon environnement qui le désirent à s'installer aussi dans cet état. Je suis en contact aussi avec une autre personne qui a présentement le virus, selon des tests. Ma grand-mère a passé un test, l'autre personne aussi. Et ces personnes-là, ben, c'est sûr qu'ils ont à s'organiser pour être capables de faire face à la nature de l'événement. Et puis, c'est sûr que moi-même, quand j'ai été malade dans le temps des fêtes de l'année passée, ben, je m'organisais pour passer du temps en étant en contact avec des enregistrements sur le plan psychique qui sont favorables à ma santé. Donc, c'est sûr qu'en passant, j'aime beaucoup écouter des méditations guidées. Des fois, je vais écouter ça avant de dormir parce que, à quelque part, bien, ça permet de nourrir les états d'être qu'on veut. Mais en même temps, je me tiens aussi à l'affût de l'actualité. Je regarde, entre autres, qu'est-ce qui se passe avec Shanghai en Chine, qui est un des endroits présentement qui a les mesures les plus sévères de confinement. Et où les gens, c'est vraiment très grave, là, qu'est-ce qui se passe là, en termes d'atteinte de droits et libertés, dans le sens que il y a des enfants qui peuvent être retirés de leur famille s'ils sont testés positifs par rapport au virus pour être mis dans des lieux d'isolement. Même chose pour des adultes. Donc, c'est sûr que la Chine avait déjà fait les manchettes, lors de l'année 2020, là, avec des lieux, des résidences, là, où la porte était soudée pour empêcher les gens de sortir de leur logement. Et présentement, qu'est-ce qui se passe avec Shanghai, qui comporte des millions d'individus? Tu sais que les gens sont massivement confinés. Et les gens sont gardés de force chez eux et il y en a qui sont amenés de force aussi là, dans des lieux de confinement avec des lits puis un peu de nourriture sous supervision. Puis on parle aussi d'enfants qui peuvent être enlevés à leur famille. Et on parle de gens aussi qui sont affamés parce que il y a la situation de crise là-bas rend complexe la livraison de nourriture à des particuliers. Et donc, c'est très tendu. Donc, c'est sûr que quand je parle de méditation, c'est bien pour mon bien-être, mais en même temps, je vise à me tenir au courant de l'actualité internationale, des enjeux géopolitiques, pour avoir un panorama de l'ensemble de la situation planétaire, mais aussi locale par rapport à ce qui se passe au Québec. Mais ça n'empêche pas que l'essentiel de mon temps, je vise à être dans la joie de vivre, le bonheur. Et ça me fait penser par rapport à la musique. Il y a des enregistrements qui sont très beaux là, de Patrick Bernard, qui est un musicien là, qui fait de la musique là, qui est propice au mieux-être depuis plusieurs années. Donc, c'est de la musique nouvel âge. C'est sûr que ça a une couleur spirituelle et j'ai proposé à un moment donné à une personne proche de moi d'en écouter. Puis la personne m'a dit que ça l'a aidé à dormir, d'écouter du Patrick Bernard dans le sens de la détendre. Puis moi, quand j'écoute du Patrick Bernard, ça va me détendre. Il y en a beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup d'enregistrements. D'écouter
Ça me garde dans une atmosphère qui est belle, une atmosphère qui est joyeuse. C'est sûr que lui, il a des mantras par rapport à la paix, l'amour, la lumière. Et c'est sûr que je préfère centrer mon attention essentiellement de mon temps par rapport à ces éléments plutôt que de centrer mon attention sur des gens en souffrance en lien avec des mesures de confinement extrêmes ou une guerre là, qui se déroule là, en Europe de l'Est, là, naturellement, bien que je me tiens au courant par rapport à ces événements-là. Et puis, tout ça pour vous dire que par rapport à les événements qui se passent au niveau international, la façon que je vois ça, c'est de m'occuper de moi-même d'abord, d'être bien dans ma peau d'abord, puis que le fait que de se préoccuper ou vivre de la peur en lien avec des enjeux internationaux, pour moi, c'est inintelligent. Parce que à ce moment-là, ça draine de l'énergie vitale qui pourrait être utilisée à autre chose. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Donc, écoutez, merci de votre écoute pour cet enregistrement. Et pour les gens qui s'intéressent d'avoir des références là, par rapport à des enregistrements sur YouTube qui sont accessibles à tout le monde en lien avec des méditations guidées ou des visualisations ou de l'hypnose, eh bien, vous allez en avoir quelques références en bas de celui-ci. Donc, à bientôt. Au revoir.